Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde intitulée Startup Lab, le binôme Startup Grand Groupe au service de la transition durable. Je vous propose d'accueillir Sébastien Rougier, partenaire en charge de la stratégie de l'innovation et de la croissance chez Juliette Sterwen, ainsi que Basile Michardière, directeur du développement chez Make Sense. En guise d'introduction, on connaît tous Tic et Tac, on connaît tous des binômes comme ça, mais le binôme Startup, ça reste parfois assez flou, donc je vous propose d'essayer d'éclaircir la thématique aujourd'hui. Et par préambule, déjà, Basile, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, tout simplement ? Oui, alors tout simplement, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Donc Basile Michardière, j'ai 31 ans et ma mission professionnelle, elle est d'essayer de contribuer à transformer l'économie pour la remettre véritablement au service des femmes, des hommes et de la planète. J'essaye de faire ça humblement de deux manières. La première en menant une association en France qui s'appelle Make Sense, qui emploie une centaine de personnes à Paris et dont le job et dont une des activités dont on va parler aujourd'hui est de soutenir l'entrepreneuriat social, donc des premiers pas des entrepreneurs jusqu'à leur financement avec différents véhicules d'investissement. Dans les histoires qui brillent un peu et dont on est fier, il y a celle de Too Good To Go, une application que vous avez peut-être sur vos téléphones, qu'on est les premiers à avoir identifiée et soutenue. Et puis par ailleurs, j'ai le plaisir de représenter l'association Make Sense au sein du mouvement Impact France. Qui connaît le mouvement Impact France ici ? Ok, donc on a encore pas mal de boulot, qui est globalement un mouvement d'entrepreneurs et d'entreprises engagées au service de la transition sociale et écologique. Et puis enfin, je donne des cours à l'IEP de Paris sur l'entrepreneuriat social. Beau palmarès. Sébastien. Bonjour à tous, très heureux effectivement de faire partie de ce panel. Alors de mon côté, Sébastien Rougier, donc je suis associé au sein du cabinet Juliette Sterwen, et effectivement je crois que humilité, transformation, engagement, je crois que c'est exactement aussi ce qui nous rassemble, comme quoi on peut être des acteurs différents dans différents segments et différentes façons d'aborder les sujets, mais avoir les mêmes convictions. Donc voilà, très heureux de faire partie, et puis je fais court. Pour entrer dans le sujet, Sébastien, tu es un entrepreneur convaincu. Le public ne le sait pas encore, mais tu vas peut-être nous en parler. Je prends les devants. Est-ce que tu constates qu'il y a eu une différence de traitement de l'innovation et de la transition durable en fonction du type de structure ? C'est-à-dire que maintenant que tu es dans un grand groupe, avant tu étais entrepreneur, est-ce que tu vois des approches différentes sur cette thématique ? Donc effectivement, pour le contexte, merci pour la question. J'ai vécu grand groupe, start-up, maintenant conseil, et il y a sur chacune des structures différentes conditions de succès pour intégrer la durabilité. En fait, je ne sais pas s'il y a véritablement une taille nécessaire pour aborder cette problématique de la durabilité, qu'elle soit environnementale, sociale, sociétale. En fait, c'est vraiment incarné ou non par les gens qui font l'organisation. Ça, c'est le premier point. Ce qui est vrai en revanche, c'est que plus on va être de grande taille, plus il va être compliqué de prendre les nouvelles tendances, ou en tout cas les nouveaux principes ou les nouveaux schémas d'adoption que les nouvelles générations vont porter. Donc effectivement, la transformation durable pour intégrer des notions de durabilité vont être de plus en plus complexes quand les tailles des entreprises et des structures et des organisations sont importantes. En tout cas, c'est un point qu'on peut déjà faire. Et ensuite, il y a vraiment une dynamique qui nécessite qu'effectivement les grands groupes, quand ils ont du mal à se transformer, qu'ils ont du mal à intégrer ces dimensions-là, s'ouvrent dans un écosystème. Et quand je parle d'ouverture, je parle bien de partenariat, mais ça peut être effectivement des partenariats qui vont jusqu'à un rachat, si effectivement le sens commun est possible. Et quoi qu'il arrive, on peut aussi faire par soi-même, tout en créant des partenariats avec l'écosystème. La conviction commune fera que effectivement la durabilité sera intégrée dans l'écosystème, quelle que soit la taille, j'ai envie de dire. Tu as une vision un peu internationale de ce qu'est l'entrepreneuriat, ce qu'est la transformation durable. Est-ce que tu constates qu'il y a une différence aussi de traitement en fonction des pays ? Tu peux voir la France, les États-Unis. Est-ce que tu vois une différence de traitement de ces thématiques en fonction des destinations ? Alors, pas sur toutes les dimensions RSE. En tout cas, en matière d'environnement, je crois que le problème est clairement international. Donc là-dessus, ce que j'ai pu vivre à différentes époques, dans différents pays, différents continents, je crois qu'il y avait une maturité sur les pays émergents, clairement, qui se constate aussi aujourd'hui avec des initiatives de petits acteurs qui sont extrêmement intéressantes et dont les grands groupes français ou ailleurs pourraient s'inspirer. Maintenant, sur les autres dimensions, insertion sociale ou autre, sur d'autres dimensions de cette problématique, là pour le coup, c'est très très varié. Il y a du mal
avoir des grandes tendances. Est-ce que ça répond à ta question? Un petit peu. Au niveau des partenariats aussi binôme grand groupe, pour revenir au sujet, est-ce que tu vois qu'il y a une différence pareil en fonction des destinations, ou c'est quelque chose de très français qui fonctionne plutôt bien en France, ou pas d'ailleurs? Ce qui est certain, c'est qu'il y a un apprentissage. Les startups ont toujours existé. On a nommé les petites entreprises qui se sont créées, c'est systématique. Il y a des vagues assez importantes. On pourrait parler de grappes d'innovation, et puis ce serait le même principe en fait. La question, c'est comment on raisonne collectivement. En fait, on est en train d'adresser des problématiques qui sont colossales. On est en train d'adresser des problématiques environnementales, sociales, sociétales, qui sont impossibles à régler de manière isolée. Donc en fait, la grande question, et c'est un petit peu le phénomène qui se passe aujourd'hui, on a mis un petit peu de temps à le faire, je pense. Ça fait quasiment 50 ans qu'on a sur la table les problématiques qu'on est en train d'adresser aujourd'hui. On n'a pas trouvé de solution de miracle, mais en tout cas, c'est une réponse écosystémique qui est intéressante. Et donc la collaboration de grands groupes start-up, elle est une évidence en fait. C'est des schémas économiques qu'on trouve en Allemagne, qu'on pourrait très bien développer de la même manière en France. Ça se développe très bien. Hein. L'État, les institutions publiques commencent à mettre en place depuis 5-6 ans, peut-être un peu plus maintenant, des facilitations de création de ces écosystèmes pour des technologies de rupture qui vont justement faciliter les problématiques environnementales et prendre en considération en tout cas ces éléments-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment besoin d'accélérer. Et les grands groupes doivent aussi s'ouvrir davantage, comprendre que la notion de partenariat, c'est des convictions communes avec un gagnant-gagnant qui doit être visé. Pour l'instant, il y a des bonnes initiatives, mais on peut encore pousser un peu plus loin. Et ça, c'est vraiment une conviction aussi qu'on porte quand on les accompagne. Est-ce que tu partages cet avis, du coup, Basile, en tant que représentant en plus de Make Sense chez Impact France, tu vois ce côté institutionnel de l'écosystème qui structure? Est-ce que tu partages cet avis justement qu'il y a un élan? Est-ce qu'il y a de plus en plus il y a un élan, du coup, est-ce que toi tu constates que déjà il y a une structuration de l'écosystème sur cette thématique de transformation durable, et justement que ce binôme start-up grand groupe a tendance à se structurer alors qu'avant ça l'était pas forcément? Ouais. Avant de répondre à ces questions intéressantes, je pense qu'il y a quelques grands chiffres, moi, que j'aimerais remettre bien au centre de nos échanges aujourd'hui, parce que quand on parle de transformation durable, pourquoi on fait tout ça? Il y a un petit document là qui est sorti dans les derniers jours qui s'appelle le rapport du GIEC, dont la majorité des médias ont très peu parlé. Malheureusement avec l'actualité qu'on connaît. Bref, le rapport utilise le mot d'alarmant dans son titre, avec des conséquences sur une trajectoire carbone actuelle, l'augmentation de 2,6 degrés, qui est absolument... je suis pas expert, je sais juste lire ce qui est écrit, c'est absolument destructeur pour nos écosystèmes. D'autres chiffres aussi, parce qu'on parle de transition écologique qui est devenue indispensable, mais c'est aussi de transition sociale dont il faut parler, et tu me disais dans le brief, attention à bien parler des deux aspects. Alors faisons-le. Aujourd'hui, on est une famille pauvre en France. Pour sortir de cette pauvreté-là, c'est 6 générations qui sont nécessaires. Aujourd'hui, 1% de la richesse, 44% de la richesse mondiale est concentrée dans 1% de la population. Bon, bref, ces chiffres, vous les connaissez sans doute. J'ai pas la prétention de vous les apprendre, mais juste, je pense que c'est important de bien les garder en tête pour les échanges suivants. Après, est-ce que du coup, face à ces chiffres-là, il y a quand même de plus en plus d'acteurs qui se bougent avec un écosystème qui structure? Oui, on peut le dire. Moi, je le vois de deux manières au quotidien dans mon métier. On a de plus en plus de candidatures de porteurs de projets à impact sur l'ensemble des thématiques, que ce soit la préservation de la biodiversité, l'économie circulaire depuis de longues années déjà, mais aussi beaucoup de problématiques autour de l'éducation, de public éloigné, de public empêché. Donc on a beaucoup plus de start-up. Par ailleurs, on en reparlera, on a de plus en plus de grands groupes qui prennent la mesure de ces transformations et de l'impact direct sur leur business. Un des angles, nous, qu'on voit chez Make Sense, on est une équipe très jeune, c'est la fameuse fuite des talents. On reçoit énormément de candidatures spontanées de gens extrêmement talentueux dans de grandes organisations qui veulent nous rejoindre. Et il faut pas que tout le monde parte, parce qu'on a besoin de gens pour transformer ces grandes orgas. Et le dernier point que je voudrais dire, et on y reviendra, c'est qu'il y a de plus en plus d'argent, à la fois privé et public, pour soutenir cette transformation-là. Je regrette simplement, quand on dit qu'il y a beaucoup, tu parlais de structuration par l'État. Aujourd'hui, on avait encore une présentation ce matin du plan de relance France 2030, qui va dans ce sens-là, avec beaucoup d'argent public qui va faciliter notamment la collaboration start-up grand groupe sur des thématiques climat très importantes. Pour autant, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'éco-conditionnalité. C'est un terme qui est utilisé par le mouvement Impact France, du soutien public, c'est-à-dire soutenir de manière préférentielle les acteurs qui font le plus
pour la transition sociale et écologique. Donc oui, il y a une transformation. Est-ce qu'on peut faire beaucoup plus? Est-ce qu'on doit faire beaucoup plus? Oui. Toujours plus. Concrètement, du coup, chez Make Sense, comment vous accompagnez les startups donc, que vous accompagnez dans votre démarche de transformation de la société plus inclusive, plus durable? Ouais, alors la particularité chez Make Sense, c'est qu'on va être présent sur toutes les étapes de la vie d'un porteur de projet. Je pense qu'il y a très important aussi de faire connaître et de sensibiliser à ce qu'est l'entrepreneuriat social. Donc, une mini définition, l'entrepreneuriat social, c'est le fait de conduire en entreprise en mettant au même niveau les résultats, la performance économique et la performance d'impact en fonction de sa thématique, que ce soit en tonnes de déchets sauvegardés, évités, ou que ce soit en nombre de personnes qu'on a permis de réinsérer. Donc, nous, on accompagne des projets comme ça. Ce qu'on va essayer de faire, en plus de faire un boulot d'incubateur comme tout le monde, donc de leur apporter des méthodes, de l'expertise, essayer de leur faire gagner du temps. Et je vois ici des personnes dans la salle qui font aussi très bien ce métier. On va essayer de les accompagner aussi sur essayer d'aligner leurs objectifs avec leurs moyens. Ce qui compte, c'est le chemin aussi. Concrètement, on va travailler beaucoup sur la gouvernance. On va essayer de les amener vers des gouvernances les plus décentralisées possibles. Ça peut aussi se concrétiser par limiter des écarts de salaire au sein de l'équipe, essayer d'ouvrir le plus possible à la participation et à l'engagement des salariés. Ça, c'est des choses sur lesquelles les études d'impact qu'on mène, et on est très content de le lire, à chaque fois les entrepreneurs nous disent « Ah ouais, grâce à Make Sense, je suis allé beaucoup plus loin dans une gouvernance décentralisée, par exemple. » C'est bien de parler de la gouvernance, on n'en parle pas assez. Je ne sais pas si vous, dans votre quotidien, vous en parlez ou pas, de la gouvernance, quand on parle de transformation durable. Nous, chez Kickoff, du coup, on constate que c'est le point qui n'est presque jamais travaillé au sein des entreprises. Et ça, en tout cas, je vous encourage à vous pencher dessus, parce que c'est peut-être le point où vous allez pouvoir vous démarquer aussi de vos concurrents. Sébastien, au niveau de la gouvernance, est-ce que tu constates dans ton quotidien, du coup, quand tu accompagnes les entreprises sur le changement, que les personnes que tu accompagnes, justement, sont plus ouvertes à cette thématique de la transformation durable et à l'écosystème startup qui peut leur apporter de la matière pour se transformer? Je ne sais pas si je suis assez clair, dis-moi aussi. Je vais y arriver. Le point en fait essentiel, quand on parle de gouvernance, on parle de processus de décision. Et quand on parle de transformation, et notamment de transformation durable, ça veut dire prendre des décisions rapidement, mais de prendre les bonnes décisions. Donc en fait, la gouvernance, effectivement, est clé. Et c'est un objet du quotidien, je te rejoins entièrement là-dessus. Quels critères? C'est la deuxième partie de ta question. Sur ces critères, comment on les intègre dans le processus de décision? Il y a effectivement un très gros travail. En fait, il y a un parallèle à faire de manière générale sur les transformations, et avec le temps, on voit bien que les dimensions augmentent. Si on parle de l'impact environnemental, ça s'intègre dans le processus de décision, mais en fait, on peut faire un parallèle 10 ans auparavant avec le critère innovation. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on observe les mêmes difficultés à intégrer ces critères environnementaux, sociaux, sociétaux, dans les prises de décision, qu'on l'observait il y a 10 ans, quand il s'agissait d'innover, parfois en rupture, alors là, n'en parlons pas, mais en tout cas, l'innovation incrémentale, investir dans des projets où on va apprendre à peut-être échouer, mais au moins tenter des choses qui vont nous faire apprendre d'autres choses, et du coup, progresser beaucoup plus rapidement. Et sur cette dimension de durabilité, et sur cette dimension qui est essentielle, qui intègre pour moi vraiment totalement la partie innovation, il y a effectivement quelques progrès à faire. Maintenant, les états d'esprit, les décisionnaires et les nouvelles générations qui sont de plus en plus tôt dans les gouvernances, justement, permettent d'accélérer cette transformation, permettent de faire avancer ces problématiques et ces sujets dans le développement économique de la boîte. Pour aller plus loin, on a tous connu une période où les grandes entreprises avaient plus vocation à racheter des plus petites structures pour intégrer cette dimension de transformation durable ou d'innovation au sens plus large. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une bascule de fait actuellement pour plus travailler sur les collaborations que sur l'intégration de ces innovations, donc en transformation durable notamment? En fait, la sémantique est hyper importante.
En fait, il y a trois sujets. Il y a le sujet de j'ai un trou dans la raquette en tant que grand groupe, je veux combler ce trou et j'ai dans un écosystème donné un partenaire qui peut effectivement combler ce trou, je le rachète. Bon, bah, c'est ce rachat est probablement pas la meilleure collaboration en soi parce que bon, il y en a un qui a accepté d'être vendu, enfin d'être acheté en tout cas. Ok, mais en fait en soi c'est la notion de partenariat et en fait l'écosystème est extrêmement utile quand le partenariat est gagnant-gagnant encore une fois. Donc je ne sais pas si je réponds totalement bien ou directement à la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est cette notion de partenariat qui doit être avancée. En fait, on est vraiment dans un écosystème ouvert. Et finalement, les grands groupes ont des assets, des actifs. Les startups en ont d'autres. Mais là, on parle de startups, on peut parler d'autres. Les associations, par exemple, ont d'autres atouts, d'autres actifs qu'elles peuvent apporter à ces grandes structures et à ces petites structures. Donc finalement, c'est vraiment cet écosystème ouvert qui est extrêmement important. Et ceci est vrai quand on parlait des investissements publics, quand on parle d'innovation de rupture, innovation technologique, où là l'État doit être extrêmement présent parce que sinon effectivement il n'y a pas de rupture technologique portée par des indépendants, c'est quand même beaucoup plus complexe. Mais en tout cas en matière de collaboration, en matière de coopération, privé, public, petite taille, grande taille, là effectivement tout le monde doit être en architecture ouverte. Et là vraiment il y a un essor qui se crée, soit par des segments, soit par des secteurs, mais ça peut être généralisé et à outrance. Et en fait on invite vraiment les startups et les grands groupes à apprendre à se connaître, en fait, à apprendre à parler, à communiquer et à partager effectivement des convictions communes. En fait, s'il n'y a pas de convictions communes, de toute façon, quelle que soit la forme de ce partenariat, ça ne marchera pas. Tu partages ce point, je pense. Vas-y, j'enchaîne sur une autre question si tu veux compléter. En deux mots là-dessus, du coup chez Make Sense, un de nos rôles, c'est d'être un intermédiaire entre ce monde des startups et ce monde des grands groupes, parce qu'on en accompagne depuis des années. On travaille avec des grands groupes qui, au sein de la direction innovation, souhaitent travailler des différentes manières possibles avec des startups. Ce dont on se rend compte, c'est qu'en effet, il y a de moins en moins d'inquisitions et qu'on va plutôt aller sur des partenariats, ces fameux POC, dont on parle beaucoup. Moi, je m'amuse toujours de comment l'open innovation est aussi devenu un marché en tant que tel. Est-ce qu'on a vraiment le recul nécessaire sur la performance générale? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça demande, le fait d'avoir un intermédiaire comme nous peut quand même permettre de gagner du temps. Je pense que quand il y a une volonté, des objectifs communs, on va toujours arriver à travailler ensemble. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui a un pied dans le monde, justement, de l'associatif ou de la petite start-up et du grand groupe peut permettre d'arriver aux objectifs rapidement. Je peux vous donner deux exemples concrets. C'est un acteur majeur de l'ameublement, un magasin au nord de Paris. La direction du groupe a souhaité faire de la livraison dernier kilomètre un axe important de sa politique RSE. Fameux trou dans la raquette, comment on fait? Peut-être que des personnes autour de ce nouveau magasin vont avoir des solutions pour ça. Make Sense, est-ce que tu pourrais nous aider là-dessus? Oui, nous on en connaît plein, notamment une boîte qui s'appelle Carton Plein, qui est une asso qui fait de la réinsertion de personnes qui vivent dans la rue, notamment à travers des activités de livraison et de déménagement. Bon, là on pourrait se dire, super, il n'y a qu'à Focus maintenant, mais en réalité c'est là que tout commence et que toutes les difficultés apparaissent, parce que les cultures de travail sont différentes, parce que les fonctionnements sont en fait presque en certains points totalement opposés, et avoir un intermédiaire entre les deux permet juste de passer 9 mois de moins, je pense. Et donc maintenant, j'ai pas les derniers chiffres à date, donc je voudrais pas survendre les résultats de ce POC. En tout cas, ce qu'il est sûr, c'est qu'il y a 6 mois, il y avait régulièrement tous les jours des livraisons qui étaient effectuées, donc dans le 18 et 19e arrondissement. Voilà. Okay. Je peux rebondir sur un point. En fait, il y a aussi un parallèle. C'est parce que tu as cité POC que je me permets cette intervention. C'est le POC et un peu d'époque en fait. Il y a un vrai sujet sur ce plan-là. Ça fait un lien avec la gouvernance. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Encore une fois, qui dit alignement sur les convictions dit aussi donner du temps au temps. Et souvent on s'arrête au simple POC en disant ok c'est bon ça va pas marcher, mais non, mais en fait la force des startups et la force des nouveaux entrants, des nouveaux émergents, c'est qu'il y a une résilience, ils testent, ils apprennent en permanence, etc. Et un grand groupe va souvent s'arrêter à cette notion de POC en disant bon voilà, budget donné, nombre de people, début, fin, on prend une décision, etc. Et c'est là où les critères sont extrêmement importants, c'est là où la gouvernance entre en ligne de compte. Oui, effectivement on va connaître des déboires, oui effectivement on n'aura pas tout prévu, et c'est exactement ça le principe
d'une start-up, c'est exactement ça la création d'une entreprise. L'idée initiale, la conviction initiale se transforme, n'aboutit pas forcément au sujet qu'on avait voulu traiter initialement, et les grands groupes doivent apprendre de ça. À l'inverse, les startups doivent aussi apprendre que dans un grand groupe, les processus de décision peuvent être lents, et donc il faut apprendre cette culture de la prise de décision, et ça doit leur être expliqué, et ça doit aussi être pris en compte dans leur impatience. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, si on pense avoir le bon partenaire, il faut accepter que ce partenaire ait un processus de décision un peu plus long que le sien. Donc il y a vraiment deux cultures, et c'est pour ça que des initiatives comme Make Sense sont excellentes, parce qu'il y a avoir un même langage, en fait, comme tout. Il faut parler le même langage. Et les convictions, ça se partage par une sémantique, et puis tant qu'on n'est pas d'accord sur la sémantique, en fait, on peut pas partager ses convictions. Et donc il y a vraiment un apprentissage commun à faire, et c'est voilà, ce que tu fais, ce que je fais, ce qu'on essaie de faire avec différents moyens, et tout va dans le bon sens, entre guillemets, c'est ça qu'il faut retenir. On a souvent dans collaboration start-up grand groupe, il y a souvent cette image d'Épinal, l'agilité du petit avec la force du grand. Et c'est vrai, hein, il y a plein d'exemples. Il y avait le directeur RSE de Carrefour sur scène il y a quelques minutes qui a travaillé justement avec Too Good To Go pour faciliter le déploiement de cette solution de lutte contre le gaspillage dans tous les magasins Carrefour dans le France. C'est juste énorme. Too Good To Go, tout seul faire ça, c'est des années. Est-ce qu'ils y seraient arrivés? Est-ce qu'ils auraient eu le souffle assez long pour arriver à ce nombre de repas qui sont sauvés chaque jour? Je pense pas. Donc ça fonctionne, mais c'est difficile. Je veux dire, des résultats comme Too Good To Go, Carrefour, il n'y en a pas beaucoup. Mon point, c'était aussi un truc qu'on essaye de faire chez Make Sense, c'est que pour le moment, on n'arrive pas à faire, c'est travailler avec un tissu économique qui est moins grand, moins costaud. Donc, je vais parler d'ETI, je vais parler de territoires un peu plus reculés, qui sont en fait quand même un layer hyper important de notre économie aujourd'hui, et qui, comme tout le monde, en fait, se prennent pleine poire les chiffres que j'ai donnés avant, et qui veulent aussi se transformer. Sauf que entamer une transformation, donc faire un bilan carbone, prendre du temps sur quels sont mes axes d'engagement RSE, challenger toute une série de fournisseurs, ça coûte beaucoup d'argent, et cet argent-là, souvent, il n'est pas disponible dans ces ETI. Et là-dessus, le mouvement Impact France fait une proposition aussi concrète, parce qu'on parle de fiscalité écologique, parfois ça fait peur, mais une fiscalité écologique, ça peut être très simple. Ça peut être de dire que toutes ces TPE, PME, ETI qui souhaitent engager des actions de transformation vont bénéficier d'un financement public pour le faire, c'est-à-dire que vous pourriez diviser par deux le prix, avec une prise en charge par l'État, le prix d'une réflexion sur la RSE ou d'un bilan carbone. Dernière chose rapidement, ça rejoint la notion de coût évité, qui est, je pense, une notion fondamentale. C'est de dire que en finançant cela, c'est un investissement pour l'État, parce qu'en finançant ça à grande échelle, derrière, ils vont sans doute s'éviter un grand nombre de coûts, aussi des externalités négatives du changement climatique. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle hybride à trouver du coup pour essayer de combler cette distance qu'il peut y avoir entre le binôme et grand groupe? Make Sense, du coup, vous êtes partenaire d'un nouveau fonds à impact avec de la MGEN notamment, qui crée son fonds pour financer des startups impact. Est-ce que ce ne serait pas ce format hybride qui serait le format le plus pertinent actuellement pour accélérer ces startups-là? Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a un très fort besoin de financement du côté des startups à impact, qu'on soit dans des domaines aussi bien du bien vieillir ou de la transformation de notre système agricole, où il y a énormément d'innovateurs sur le terrain. Il y a un besoin de financement, c'est pour ça qu'on s'est allié avec Serena Capital et MGEN, donc pour lancer un fonds de 80 millions d'euros qui s'appelle Racine Carrée. Le but de Racine Carrée, c'est d'investir des tickets entre 300 000 et 1 million d'euros dans ces acteurs du changement. Est-ce que c'est un modèle hybride? Franchement, je ne sais pas. Ce que je vois juste, c'est que ça correspond à un besoin de financement des startups et que par ailleurs, il y a une volonté, il y a de plus en plus d'impact investors, et c'est très bonne nouvelle. Je pense qu'il y a aussi des innovations intéressantes dans ce fonds, dans une nouvelle fois la manière de faire, en fait. Par exemple, la rémunération de l'équipe du fonds est liée directement aux résultats d'impact et pas simplement à la performance économique des startups dans lesquelles on investit. Bon, ça, c'est pas rien quand même, et je pense que c'est dans la manière de faire qui compte. Je reprends mes petites notes sur le fond. Oui, voilà, ce qui était important, c'est que le fond, c'est, pour revenir sur l'aspect collaboration grand groupe, c'est que le fond, c'est
Le financement, c'est un besoin de ces startups. Elles ont besoin de cash, mais elles ont aussi besoin de partenaires, comme sur l'exemple Too Go Carrefour, pour bien utiliser ce cash-là et avoir des plans de déploiement parfaits. Donc nous, chez Make Sense, on pense que certes, on a besoin d'un fonds d'investissement, mais c'est pas suffisant. Il y a besoin d'espace comme aujourd'hui. On va faciliter la compréhension entre startups et grands groupes. Pour toi, du coup, on n'est plus sur le fait de brûler du cash, comme on pouvait le dire avec les startups. On est plus sur utiliser ce cash de façon réfléchie, avec des partenariats du coup un peu plus ciblés. Je pense que tout bon entrepreneur ne veut pas brûler du cash et qu'il va toujours faire attention à la manière dont il utilise. Ce qui est certain, c'est que des startups à impact vont avoir des modèles de développement qui vont être plus longs, pour plusieurs raisons en fonction des thématiques, mais souvent des modèles économiques qui sont plus compliqués, et une fois bien même qu'on a trouvé son modèle économique, des croissances commerciales qui sont plus compliquées. Par exemple, pensons à la EdTech. Donc la EdTech, c'est l'ensemble des technologies qui doivent aider les étudiants et du collège à la fac à mieux travailler. Bon, aujourd'hui, il y a énormément d'innovation dans la EdTech, mais avec un gros frein, c'est le fait de travailler avec l'éducation nationale à l'arrivée jusque dans les salles de classe. Je veux juste revenir sur brûler du cash. Il n'y a aucun entrepreneur qui décide de brûler du cash, que ça soit clair. Et quand il y a une levée de fonds qui paraît exponentielle et complètement démesurée, en fait, il y a une réalité économique derrière. Il faut juste le rappeler parce que je trouve qu'il y a quand même, on parle de greenwashing, mais on peut aussi parler de startup washing. Il n'y a aucune raison de cramer du cash. Je pense que d'ailleurs les grands groupes sont en revanche capables de cramer du cash sans forcément réussir leur projet. Donc je veux juste clarifier ce point. Pardon. Non mais t'as raison. Je sais pas si j'ai raison. Mais... Est-ce que dans ton accompagnement quotidien des entreprises, tu constates une thématique des ESG qui ressort le plus? Est-ce que on est plus sur l'écologie, l'environnement? Est-ce qu'on est plus sur l'impact social, l'impact environnemental? Il y a du coup des points à travailler. Alors à travailler tous, il n'y a aucun point qui doit être évité. En fait, c'est tellement large le SG, etc. Donc oui, travailler tout, les points les uns après les autres. Après, il y a plus ou moins de maturité. Je pense que l'environnement, les actions que chaque entreprise peut mener, personne peut donner de leçons à quiconque. Je pense qu'encore une fois, les convictions personnelles, individuelles des salariés doivent être en adéquation avec la raison d'être de l'entreprise. Et s'il y a inadéquation, de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, les jeunes générations n'entreront pas ou partiront assez rapidement, donc il faut une cohérence d'ensemble. Donc ça déjà, rien que ça, c'est finalement le rôle social de l'entreprise, donc c'est l'insertion sociale, et quand on va dans l'insertion sociale, il y a des couches qui effectivement, des couches sociales qui ne sont pas adressées, et là encore le rôle de l'entreprise dans la société, dans le tissu social est extrêmement fort, et il y a des initiatives qui sont plutôt bonnes. En tout cas moi je les vis au quotidien et je trouve ça extrêmement intéressant au sein du Juliette Starwen, mais c'est pas le modèle, et c'est un modèle parmi plein d'autres, chacun ses propres convictions. En tout cas, donc l'insertion, je le trouve plutôt bien traité, mais c'est encore une fois, il n'y a pas de fin à ce sujet. Évidemment, il faut encore travailler davantage. L'environnement commence à être pris en compte. On voit bien nos usages ont changé en 10, 15, 20 ans. Alors, je suis pas si vieux, mais le fait est que voilà, on sent bien que dans les entreprises, il y a une prise en considération. Mais est-ce que c'est assez? Absolument pas. Et il y a vraiment énormément de choses à faire. Le temps, la notion du temps, encore une fois, l'utilisation en tant que salarié de son temps et la capacité qu'ont les entreprises à offrir aux salariés la possibilité de faire autre chose que ce pourquoi ils sont rémunérés dans des projets individuels ou collectifs. D'ailleurs, en fait, c'est un peu laissons libre cours aussi aux motivations de chacun, et en fait, l'entreprise s'adaptera. Et encore une fois, on est tous là pour un but assez commun. Je veux dire, personne est contre améliorer l'insertion sociale, améliorer l'impact environnemental. Donc, il y a personne qui sera contre. En revanche, il faut effectivement se coordonner, s'écouter, décider, agir vite. Est-ce que ça répond à ta question? Encore une fois, je suis désolé, j'ai toujours l'impression de ne pas répondre. Ça répond quand on préparait pour aller toujours plus loin cette intervention. Tu me disais qu'il y a un problème de terminologie aussi en parlant de transformation durable. Le fait d'ajouter le mot durable derrière la transformation, qui est censée être pérenne, c'est quelque chose pour toi qui est assez étrange. Est-ce que tu peux juste préciser en quelques mots cette pensée? C'est pas que ça me paraît étrange, c'est qu'en fait, je trouve ça grave qu'on ait besoin de raccrocher durable à transformation alors que c'est intrinsèque. Ça fait juste 50 ans qu'on a les mêmes sujets sur la table et qu'on n'est pas capable de prendre des décisions. Donc en fait, la question clé, c'est effectivement, ça vaut le coup de rappeler la durabilité, mais ce serait bien qu'on arrête d'en parler parce que c'est totalement naturel. Enfin, il faudrait que ça soit naturel dans chacune des décisions qui sont prises, quelle que soit l'organisation, quelle que soit la structure. C'est simplement ce point-là qui me dérange un petit peu, mais en revanche, il faut en parler, il faut avancer, il faut acculturer finalement, et donc c'est très très bien d'ajouter durable à transformation, mais
s'il vous plaît, j'allais dire please, je sais pas pourquoi, mais s'il vous plaît, intégrez cette notion de durabilité dans tous vos critères de décision. Et en fait, vous verrez qu'à moyen et long terme, il y a vraiment des innovations structurelles fortes qui peuvent être générées et qui règlent un certain nombre de problèmes dans l'organisation aussi interne des grands groupes et des petites structures également. Donc c'est vraiment ce point-là que je voulais clarifier. Je crois qu'on arrive presque à la fin. Basile, une petite question. Est-ce que tu as un ROI des KPI à nous partager concret, tangible sur les projets que tu accompagnes qui sont by design du coup sustainable, enfin à impact en tout cas. Est-ce que tu aurais quelques points à nous partager là-dessus? Alors la question des indicateurs, elle est super importante, donc je vais détourner ta question si tu me le permets. Je pense que un des point hyper important de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est le manque d'une comptabilité environnementale partagée. Donc des initiatives, il y en a dans tous les sens. Il y a des cerveaux brillants qui ont réussi à créer un grand nombre de modèles. Le souci, il est plutôt dans son mise le fait qu'on partage tous ce référentiel et qu'on le mette en application. Ça, je pense, c'est vraiment aussi un combat important du mouvement Impact France. Et après, j'arrête la promo. Mais vous trouverez en ligne quelque chose qui s'appelle l'Impact Score, qui a rassemblé aussi beaucoup de monde et qui permet en quelques questions d'avoir des estimations de l'impact écologique et social de son entreprise. En fait, notre job au quotidien en tant qu'accompagnateur, il consiste à checker le ROI économique et social et environnemental des boîtes. Je peux vous donner des exemples concrets. Donc ça peut être par exemple en tonnes de déchets évités. Aujourd'hui, je vais prendre deux exemples, un dans l'économie circulaire, un dans le bien vieillir. Aujourd'hui, quand on est patron d'une PME, pouvoir gérer ces différents flux de déchets entre alimentaire, verre, carton, en fait, c'est extrêmement compliqué. Il faut choisir plein de fournisseurs différents. Ça peut coûter, ou alors des grandes entreprises vont vous le faire, mais ça va coûter extrêmement cher. Alors que quand vous avez souvent dans des territoires plusieurs solutions de recyclage, on a soutenu et investi dans une start-up qui s'appelle Urbine, qui est la place de marché entre les deux choses que je viens de décrire, donc qui vous rentrez en tant que TPE, PME, vos différents flux de déchets et ils vont vous proposer une solution adaptée en fonction des différents recycleurs sur le territoire. Et ben ça, c'est, j'ai plus les chiffres, mais c'est des tonnes et des tonnes de déchets qui sont sauvés chaque jour. Et puis on va avoir aussi par exemple un projet qui s'appelle Revel, qui va travailler sur l'insertion et l'éducation de jeunes filles dans des quartier prioritaire de la ville. Et ben ce projet-là, c'est des vies dont on parle en fait, qui grâce à l'action de l'association vont permettre de pouvoir se projeter. Donc on va parler de vies qui ont été impactées, et puis ensuite c'est des emplois qui vont être créés. On parlait beaucoup de gouvernance, aucun rapport à ce que je viens de dire, ça me fait penser à ça. Vous avez un modèle particulier aussi de gouvernance au sein de Make Sense. Est-ce que en 2 mots tu peux nous expliquer ça? Parce que je trouve ça hyper intéressant, c'est pas commun en fait, juste simplement. Aucun rapport en effet, mais on peut en parler. En plus ça va bien en conférence, c'est des trucs du genre chez Make Sense, chacun peut décider de son salaire et chez Make Sense, il n'y a pas de hiérarchie. Les deux choses que je viens de dire sont vraies, pour autant vous imaginez bien que c'est l'objet de moult process et garde-fous, parce que sinon on serait pas 85 avec 15% de croissance annuelle, mais concrètement on a réussi en travaillant beaucoup, en se faisant accompagner par des professionnels aussi, à mettre en place un système de fonctionnement où la prise de décision individuelle est extrêmement forte, avec différents garde-fous pour s'assurer que ça ne va pas contre l'objectif du collectif. Et vous devez vous dire peut-être, mais alors si jamais les gens ne sont pas d'accord entre eux, comment on fait pour trancher s'il n'y a pas de chef? Et ben, une des réponses qu'on a trouvées là-dessus, et qui ne vient pas de nous, ce sont toute une littérature sur les gouvernances décentralisées, c'est un organe qui s'appelle la Waterline, donc la ligne de flottaison en français, qui va pouvoir trancher les conflits sur est-ce qu'on doit lancer tel nouveau projet, quel collaborateur demande tel salaire, mais en fait ça va pas du tout, c'est pas possible. Et ben cet organe de décision en dernier recours, il a été choisi lors d'une élection sans candidat. Donc c'est un petit exemple de gouvernance décentralisée, c'est-à-dire que dans la boîte, vous allez demander aux gens de voter pour les personnes qui vont être les meilleurs garants de la viabilité économique et des valeurs de l'organisation, et les résultats sont toujours hyper intéressants quand on fait une élection sans candidat. Voilà, juste un petit exemple, c'est un sujet vaste, il y a plein de choses à lire sur notre gouvernance si vous googlez gouvernance make sense, et on est même ravis de venir en parler dans votre entreprise le cas échéant, parce que c'est, comme ça a été dit, c'est je pense un levier de transformation essentiel. Pour conclure, le mot de la fin, Sébastien, est-ce que tu as un conseil pour faire lever cette angoisse du binôme start-up parfois qu'il pourrait y avoir,
pour favoriser justement cette transformation durable, mettre en place ce type de démarche pour conclure cette table ronde. Alors, sous forme de conseil, j'entends, c'est surtout un constat. Hein, c'est encore une fois un des messages que j'ai essayé de laisser passer, c'est que c'est une crise de communication. Communiquez, parlez-vous, partagez, osez partager en fait une certaine forme de transparence pour que finalement on sache véritablement quelles sont les conditions du succès de ce partenariat. Et en fait, tout le monde a envie d'avancer, le grand groupe comme la start-up. Évidemment, il y aura toujours des objets de débat, il y aura toujours des sujets qui seront peut-être problématiques, qui ne correspondront pas parfaitement à une grille éventuellement conçue de manière théorique. Mais en fait, à partir du moment où, encore une fois, il y a des convictions communes, la solution peut se trouver et le partenariat est le bon. Après, qu'il y ait des rachats et autres par la suite, ça c'est encore une chose. Mais sur ces dimensions, notamment de durabilité, c'est une condition pour réussir. Désormais, il faut la mettre sur le papier, il faut trouver cet accord dans ce sens-là. Et après, il y a toutes les autres qui sont assez importantes, hein, qui vont vers l'économie, hein, qui sont la viabilité, la désirabilité marché aussi. Hein, ce partenariat 1 + 1 = 3, est-ce que c'est véritablement réalisable et évidemment, la faisabilité technique qui est encore un autre sujet. Donc il y a vraiment, c'est multidimensionnel, extrêmement important maintenant de ne plus négliger cette notion de durabilité. Et l'accord Startup Grand Groupe sera effectivement assez fructueux. Merci Bastien, merci Basile, et merci à vous.